Bonjour Aurore Berger, vous Bonjour. êtes à la fois député La République En Marche et porte-parole du parti La République En Marche. Alors cet après-midi, discours de politique générale à l'Assemblée, dans un moment d'autocritique du président de la République qui a parlé d'un changement de méthode où il fallait plus de proximité et plus d'humanité. Concrètement, ça veut dire quoi ? Je pense que c'est la demande assez précise qui nous a été formulée par les Français ces derniers mois, au-delà de ceux qui ont pu revêtir un gilet. Je pense que c'est la nécessité déjà de voir concrètement le bénéfice des réformes qui ont pu être votées. Vous le voyez immédiatement. C'est de la communication, c'est pas de la proximité ou de l'humanité. Non, c'est pas de la communication, c'est justement de dire est-ce que je peux toucher du doigt ce que vous avez voté, est-ce que ça fonctionne vraiment, est-ce que ça va changer mon quotidien. Quand vous avez 5 millions de Français qui touchent la prime d'activité, ça c'est sonnant, trébuchant, c'est dans votre portefeuille et vous voyez le changement concret dans votre vie. C'est pas plus d'humanité. Enfin, quand il dit plus d'humanité, ça voudrait dire que vraisemblablement vous en avez manqué jusqu'à présent. Et par quoi concrètement, à part que les mesures s'appliquent, ce qui est la moindre des choses, par quoi cette humanité doit-elle se manifester ? Enfin, il y a aussi une frustration parfois quand vous êtes parlementaire de voter des textes dont vous estimez qu'ils sont évidemment nécessaires, utiles, pertinents, mais que pour autant, le délai d'application est lent, que vous n'avez pas forcément un suivi qui est fait dans les différentes circonscriptions, dans les différents territoires. Et remettre de l'humain, c'est notamment remettre du service public, c'est être beaucoup plus présent dans les territoires, et c'est le faire avec les politiques et avec les services de l'État. Les deux doivent marcher ensemble. Est-ce que plus d'humanité, ça veut dire plus de social, ce que réclame une partie de votre groupe ? Mais pour moi, le social, il est là depuis le début. Toutes les réformes que l'on mène, que ce soit les réformes sur la santé ou que ce soit les réformes sur l'éducation, c'est avant tout des réformes sociales. Je crois qu'une des plus grandes réformes sociales, c'est de faire en sorte, par exemple, que vous ayez plus 1 euro à débourser pour vos frais de lunettes, vos frais de dentaire ou vos frais le reste, ça charge zéro auditifs. Mais c'est majeur, parce que ça, c'est une souffrance sociale qui peut être la vôtre, au-delà d'être une prise en charge de votre santé, si vous n'avez pas les moyens de changer de lunettes. Ça, c'est une réforme sociale majeure. Le dédoublement des classes dans les quartiers prioritaires. Alors oui, on le redit à chaque fois. Il n'y en a pas besoin de plus. Mais moi, je pense que c'est déjà présent. Et moi, plutôt que de dire ce qui ne suffit pas ou ce qui n'est pas là, je préfère dire ce qui est déjà là, ce qui existe et ce qui change la vie des Français. Et je pense que c'est ça qui devrait d'abord nous occuper. C'est de dire, voilà ce qui se passe. Et d'ailleurs, on le voit. Quand on voit, par exemple, les chiffres de l'emploi qui sont à la hausse, on devrait tous s'en féliciter en disant que ça veut dire que ça marche mieux dans notre pays, que notre pays est plus attractif, que les chefs d'entreprise recrutent plus. Donc vous dites aux membres de votre groupe qui réclament plus de social, arrêtez de pleurnicher. Je ne me permets pas de parler comme ça à mes collègues, donc je ne le pense pas et je ne le dis pas. Je pense par contre profondément que la manière avec laquelle depuis le début nous sommes parlementaires au sein de cette majorité, nous sommes des parlementaires où le social est au cœur de nos priorités et on l'exprime peut-être de manière différente par rapport à la manière avec laquelle c'était exprimé auparavant dans d'autres partis politiques où c'était uniquement des réformes de nature financière par exemple qui étaient paramétriques comme on dit. Oui, mais l'école, c'est le cœur, le creuset de ce qui doit être demain les nouvelles égalités et fraternités dans notre pays. Et c'est normal de dire que tout commence par l'école. La question de l'accès aux soins, on voit bien les difficultés dans lesquelles aujourd'hui sont nos services d'urgence parce qu'ils sont juste le symptôme d'inégalités qui se sont creusées parce qu'on n'a pas assumé de faire des vraies réformes pour décloisonner entre l'hôpital, entre la médecine de ville. Et tout ça, c'est ce qu'on essaye de résoudre. Alors, autre thème sur lequel vous êtes attendu et qui est l'objet de la question de notre partenaire Slate, que je vous lis, Aurore Berger. Un sondage de ce matin révèle que 6 Français sur 10 sont favorables à la PMA pour toutes les femmes. Emmanuel Macron va-t-il enfin tenir sa promesse de campagne ? Est-ce que tout à l'heure, on aura une date pour l'examen et l'adoption du texte sur la PMA pour toutes? Moi, je le souhaite. Je souhaite qu'on aille vite parce que je n'aime pas l'argument qui est de dire que ça n'est pas urgent. Quand vous êtes une femme et que vous espérez pouvoir avoir un enfant, qu'on vous dise ça n'est pas urgent et vous pouvez encore attendre quelques semaines, quelques mois, quelques années, c'est urgent. Et c'est probablement la plus grande des urgences que vous avez dans votre vie de pouvoir avoir accès au fait d'avoir le droit d'avoir un enfant. Et il n'est pas normal qu'on garde une discrimination dans notre pays entre celles qui y ont accès parce qu'elles sont dans un couple hétérosexuel et celles qui n'y ont pas accès parce qu'elles sont soit femmes seules, soit parce qu'elles sont homosexuelles. Ouais, ben voilà, quand vous voulez une réponse claire, vous faites des réponses claires. Quand on parle de PMA, on parle évidemment de GPA. Je voudrais vous faire réagir à un propos d'Olivier Faure ce matin, le premier secrétaire du Parti socialiste. Il dit qu'évidemment, il est contre la GPA à titre onéreux, mais que, éventuellement, à titre gratuit, ça se discute. On écoute Olivier Faure sur notre antenne ce matin. Je suis contre la marchandisation du corps des femmes. Et quand il n'y a pas de transaction monétaire, quand vous avez une sœur qui veut porter l'enfant de sa sœur, parce qu'elle ne peut pas en avoir, parce qu'elle a un problème à l'utérus, parce que, etc., ça ne me paraît pas fou.
Est-ce que ça vous paraît fou de porter l'enfant à titre gratuit, de porter l'enfant d'une amie, d'une sœur, d'une cousine qui ne peut pas avoir d'enfant? En tout cas, c'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre, en fait. Ni à la fois, évidemment, pour des raisons pécuniaires, ça c'est évidemment hors de question. Je crois que tout le monde est d'accord. Non, tout le monde ne l'est pas sur la marchandisation du corps d'une femme. Certains disaient qu'on pouvait louer son ventre comme on loue ses bras pour travailler. Mais à titre gratuit, par geste de solidarité. Ça ne règle pas un certain nombre de difficultés. Non. Une grossesse, c'est quelque chose qui est assez imprévisible. Il peut se passer beaucoup de choses pendant une grossesse. Vous pouvez avoir des problèmes de santé qui peuvent naître pendant la grossesse. Comment vous réglez ça? D'autant plus si c'est au sein d'une même famille. Parce que les choses peuvent parfois malheureusement pas se dérouler de manière optimale. Et je pense que ça peut créer aussi des perturbations au sein d'une famille entre ceux qui sont peut-être les enfants de cette femme qui va porter un enfant mais qui n'en sera pas la mère. Comment c'est compréhensible pour ces enfants-là? Donc moi, je crois que en tout cas, moi, c'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Je ne souhaite pas qu'on ouvre la GPA, que ce soit à titre pécunier, de marchandisation, ou que ce soit à titre gracieux. Très peu de temps pour une dernière question. Vous avez été élue présidente de l'association France-Israël à l'Assemblée nationale. Du groupe d'amitié France-Israël. Pascal Durand, qui vient d'être député européen, a tenu des propos. Il lutte contre l'antisionisme. Il dit que l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme. Il a soutenu le BDS, le mouvement de boycott d'Israël. Est-ce que ça vous pose problème? Moi, ce qui me pose problème, c'est tous ceux qui considèrent que l'antisionisme n'est pas une forme renouvelée de l'antisémitisme. Je souhaite que l'on adopte à l'Assemblée nationale une résolution qui permet de redéfinir ce qu'est l'antisémitisme dans notre pays en intégrant l'antisionisme. L'antisionisme, c'est pas la critique de l'État d'Israël, la critique du gouvernement israélien, c'est considérer que l'État d'Israël ne devrait pas exister. Et ça, c'est intolérable. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont antisémites se cachent derrière un paravent assez confortable qui est celui de l'antisionisme. Et avec Sylvain Maillard et un certain nombre d'autres parlementaires de tous groupes confondus, eh bien, nous proposons que cette définition puisse changer. Merci beaucoup, Aurore Berger, invitée de l'Instant Politique sur France Info.